Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques? La sclérose en plaques, ou CEP, est une maladie neurologique chronique qui touche le système nerveux central, le SNC, composé du cerveau et de la moelle épinière. Les lésions retrouvées dans la CEP peuvent être multiples et en fonction de leur localisation entraîner des symptômes différents tels qu'une faiblesse musculaire, un trouble de l'équilibre, un trouble de la sensibilité ou un trouble de la vue par exemple. D'autres symptômes comme la fatigue ou des douleurs peuvent être également présents. Mais que se passe-t-il exactement dans notre corps lorsqu'on est atteint de CEP? C'est le système immunitaire, système de défense du corps humain, qui est impliqué dans cette maladie. Pour nous protéger des agressions extérieures, il recrute des cellules spécialisées dans la défense de l'organisme, les lymphocytes. Les lymphocytes mobilisés migrent vers le site de l'agression pour aller combattre l'ennemi. Dans la CEP, certaines de ces cellules soldats sont anormalement activées. Elles reconnaissent à tort comme étrangers des constituants naturellement présents dans l'organisme. La sclérose en plaques est d'ailleurs qualifiée de maladie auto-immune. Dans la CEP, les lymphocytes activés franchissent donc la barrière du cerveau et déclenchent une inflammation à l'origine d'une altération de la gaine de myéline. La myéline, ça ne vous dit rien? Notre système nerveux est constitué de neurones, possédant chacun un corps cellulaire où est initié le message nerveux électrique, et un axone, le prolongement du neurone chargé de conduire ce message jusqu'à son extrémité. L'axone est d'ailleurs souvent comparé à un câble électrique. La myéline, c'est la substance qui entoure ce câble pour former ce que l'on appelle une gaine. Elle s'enroule autour de l'axone de manière discontinue. Des portions avec et sans myéline s'alternent donc sur les axones. La myéline a plusieurs rôles. Tout d'abord celui de protéger et de nourrir l'axone. Mais elle agit également comme un isolant, en empêchant que le courant neuronal ne se disperse dans les tissus environnants. Enfin, elle permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long de l'axone. Plutôt que de parcourir tout l'axone, l'influx nerveux se déplace par sauts successifs d'une portion dépourvue de myéline à une autre. Arrivé à l'extrémité de l'axone, l'influx nerveux déclenche la libération de molécules chimiques dans la synapse, la zone de communication entre les neurones. Ces molécules, les neurotransmetteurs, vont aller se fixer sur les neurones environnants pour initier de nouveaux messages nerveux. Et c'est reparti pour un tour. Élaboration du message nerveux, acheminement via l'axone, libération de neurotransmetteurs dans la synapse, fixation de ceux-ci sur de nouveaux neurones. La transmission de l'influx nerveux dans le cerveau et la moelle épinière se fait selon des réseaux qui permettent d'effectuer toutes sortes de tâches comme marcher, se tenir en équilibre, raisonner. Mais ça, c'est quand tout va bien. Dans la sclérose en plaques, on assiste à un processus de démyélinisation. La myéline va être en partie détruite par le système immunitaire dans différentes zones du cerveau et de la moelle épinière. Selon l'importance de cette démyélinisation, le message nerveux sera ralenti ou bloqué. Dans un deuxième temps, les axones alors complètement nus vont dégénérer, car rappelons-le, la myéline est leur principale substance protectrice et nourricière. L'ensemble du réseau neuronal auquel appartiennent les neurones malades sera ainsi perturbé. Les régions où la myéline est altérée sont appelées zones de démyélinisation. Elles se présentent sous la forme de plaques sur les examens d'imagerie cérébrale tels que l'IRM, d'où le terme de sclérose en plaques. Ces plaques ont tendance à évoluer naturellement et à s'étendre au cours de la maladie. En fonction de leur niveau d'évolution, mais surtout de leur localisation, notamment lorsqu'elles sont situées sur un réseau neuronal responsable d'une fonction bien particulière, telle que la marche par exemple, les lésions peuvent entraîner, après un certain temps, l'ensemble des symptômes observés dans la CEP. Notre organisme a la capacité de reformer de nouvelles gaines de myéline pour remplacer celles qui sont atteintes. Ceci grâce aux cellules productrices de myéline, les oligodendrocytes, qui peuvent jouer un rôle de réparateur. Ce processus de réparation naturelle est appelé remyélinisation. Certaines plaques de démyélinisation peuvent ainsi être entièrement ou partiellement réparées
et une conduction nerveuse satisfaisante dans l'axone peut même être transitoirement restaurée, expliquant l'évolution par poussée de la maladie et le fait que les patients aillent mieux entre deux poussées. Cependant, ce phénomène de compensation est la plupart du temps dépassé par une démyélinisation plus importante. Deux stratégies différentes sont mises en place pour lutter contre la CEP. La première vise à ralentir la démyélinisation. Il s'agit de réduire l'inflammation en agissant sur les cellules du système immunitaire à l'origine de la dégradation de la myéline grâce à des traitements dits immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. La stratégie inverse, encore du domaine de la recherche, consiste à renforcer le processus de remyélinisation naturelle. À l'heure actuelle, aucun traitement n'existe dans ce sens, même si la recherche avance à grands pas. En effet, la recherche sur la sclérose en plaques est très dynamique. La CEP est d'ailleurs la maladie neurologique qui bénéficie des recherches les plus fructueuses. Retrouvez plus d'informations sur mieuxvivre avec la CEP.com.